On en est où, là? On va commencer par ça. Pourquoi on finit pas la cinquième? Ah oui, on peut finir la cinquième, oui. On finit la cinquième? Attaque les contrats de projet État-région, le rapport 36. Bien, je vous propose de terminer les rapports de la commission 5. Je passe la parole à Monsieur Recourt sur l'avenant de prolongation de l'exécution des contrats de projet État-région. Il s'agit, dans l'attente de l'adoption des prochains contrats de plan État-région, et afin qu'il n'y ait pas d'année blanche, puisque le contrat 2014-2020 n'est pas encore finalisé. Donc, afin d'y parvenir, l'État a proposé à ses partenaires, dont le département, de prolonger l'exécution du CPER 2007-2013 d'une année supplémentaire. Le département de l'Eure souhaite ainsi honorer ses engagements et permettre l'engagement en 2014 des crédits nécessaires à la réalisation des opérations. Le projet le plus important que le département portera en 2014 auprès de ses partenaires dans le cadre du CPER sera celui relatif à l'EHPAD de Conches, qui devrait ainsi pouvoir bénéficier d'une subvention du Conseil régional. Dans un contexte financier un peu particulier, parce que comme c'est la priorité numéro 1 de l'Agence régionale de santé, nous avons déjà perçu sur 3 années consécutives la participation de l'État. Donc nous avons perçu déjà la participation de l'État sans avoir encore engagé les travaux. Et donc il faudrait que la région puisse en faire de même. Bon, le projet est finançable en lui-même sans l'aide de la région, mais dans ce cas-là, on aurait un prix de journée qui pèserait ensuite sur les finances départementales, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Donc, il vous est proposé d'autoriser le président à signer l'avenant de prolongation joint au rapport. Merci, Monsieur Recourt. Je ne vois pas de demande de parole. Je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Lehaut, sur la politique départementale sans eau d'alimentation en eau potable. Merci, Monsieur le Président. Le régime d'aide sur l'alimentation en eau potable du département permet de financer les études et travaux de production, sécurisation et protection de la ressource en eau potable des collectivités. Le régime d'aide comporte des taux d'aide différenciés en fonction de nombreux critères. Au fil des modifications, ce régime d'aide est devenu peu lisible pour les maîtres d'ouvrage. Il est donc proposé de le simplifier et de l'adapter aux enjeux du territoire. Les nouvelles exigences de rendement des réseaux introduites par le législateur seront également prises en compte. Jusqu'alors, on avait donc différents taux d'aide. Nous avions fait cela lorsque nous avions essayé de regrouper les syndicats d'eau de manière à ce que les collectivités soient incitées à faire ces regroupements. Ça s'est plutôt bien passé, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus... nous en sommes à 46 structures au 1er janvier 2014, contrairement à 116 en 2005. L'objectif du schéma est d'aboutir à 21 structures dans les années qui viennent. Ça se fait petit à petit. Nous avons aussi donc à faire rentrer dans le processus d'aide les rendements. Par le décret du 27 janvier 2012 nous oblige à tenir compte des rendements des réseaux. Lorsque la collectivité n'atteint pas le rendement, elle a pour obligation d'étudier et de programmer des actions de renforcement du réseau pour limiter les fuites d'eau. Donc il y a des pénalités financières, autrement, si les collectivités ne le font pas. Aujourd'hui, nous avons décidé, alors que nous avions jusqu'alors des taux à 10, 20 et 45% selon le regroupement des structures fidèles au syndicat départemental d'AEP, donc nous avons décidé de passer à une autre manière de voir les choses. On n'aura plus que maintenant 2 taux d'aide. Pour les collectivités regroupées selon le SDAEP ou regroupées selon les conclusions d'une étude de sécurisation validée, le taux d'aide bonifié est à 10%. Pour les communes, à 40%, pardon. Pour les communes seules, collectivités non regroupées selon les communautés d'agglomération et les communautés d'agglomération, le taux d'aide sera de 10%. Nous avons aussi autre chose.
des opérations de protection de la ressource en eau, les études diagnostiques de réseau et forage et suivi des équipements avec 2 taux d'aide, à 30% pour ceux qui ne sont pas regroupés et à 10% pour ceux qui sont regroupés. Voilà ce que j'avais à vous proposer. J'ai juste une question à poser sur ce rapport-là. Est-ce qu'on a fait l'étude d'impact financier de cette mesure? Oui, je pense Parce que moi, je dis clairement que le volume, le montant des aides annuelles, compte tenu des équilibres du budget, il est plafonné. Tout à fait. Donc j'ai bien compris que maintenant que tout le monde est regroupé, on passe à 40. Oui, mais aujourd'hui, il y en a déjà pas mal. À 20, 30 et 40. Oui, mais il y avait 10, 20, 45 même. Il y avait. Donc là, il n'y aura plus 45, ce sera du 40 au maximum. Et de toute façon, on a fait les calculs, enfin le service a fait tous les calculs, on ne sera pas en dépassement. Christophe, tu confirmes? Voilà, et Nathalie aussi. Ouais. Voilà. Collusion entre la commission et les C'est services. normal qu'on ait des collusions avec quelqu'un. Tu n'aurais pas de collusion avec ton Non, cabinet? non, mais moi je dis simplement, il ne faut pas me dire, si on améliore les taux de subvention, il ne faut pas me dire après, il faut qu'on mette des crédits supplémentaires compte tenu des demandes. Non, tout a été prévu. De toute façon, on ne va pas faire des études pour faire des études continuellement. Lorsqu'elles sont faites une bonne fois pour toutes. On ne va pas y revenir. Hein. D'accord. Monsieur Legendre. Oui, je me posais une question par rapport à la nouvelle carte qui se dessine. On comprend bien, il y a un régime qui s'applique sur la majorité du département, donc c'est 40%. Alors, je n'ai pas tout à fait compris la réponse que tu as apportée au président en disant comment vous allez pouvoir respecter l'enveloppe globale. Mais enfin, là, je ne repose pas la question. Et puis, pour le surplus, essentiellement, ce sont les agglomérations qui sont traitées différemment. Mais il reste le cas de tout petits regroupements. J'en ai 2 que tu dois connaître, et puis puis je vois en bordure est du département, etc. Est-ce qu'il ne serait pas plus productif, constructif de réunir ces personnes, parce qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir survivre. Très clairement, les petits syndicats à 10%, ils ne peuvent plus rien faire. Les agglos, je pense qu'ils peuvent se débrouiller. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de les mettre autour d'une table et qu'on sorte de cette situation? Parce que là, on les fait mourir à petit feu, si j'ose dire. Oui, mais monsieur Legendre. Non, ce n'est pas une contestation. Non, mais monsieur Legendre, on avait fixé une règle du jeu quand on a fait la réforme de la carte des syndicats d'eau, en disant, puisqu'on ne peut pas le faire de manière autoritaire, on avait décidé de le faire de manière incitative. Et l'incitation majeure, c'est évidemment le subventionnement. Les sentiments. Maintenant que c'est fini, il ne faudrait pas que ceux qui, malgré tout ça, ont décidé de rester tout seuls, il y en a un certain nombre, pour des raisons d'ailleurs qu'on connaît bien. Moi, j'ai de l'eau facile, pas chère, je ne vois pas pourquoi je me mettrais en syndicat pour avoir mon eau qui augmente, etc. Oui. Bon, et donc, ils assument, et il faut qu'ils assument leurs décisions jusqu'au bout. Sinon, c'est trop facile. Mais il faut bien qu'on sorte de la situation. Ils ont qu'à se réunir. Oui, mais c'est pas si simple. Daniel le sait. Mais ils ont qu'à se réunir. Et on vient d'attaquer la même chose sur l'assainissement, et ça va être la même chose. Alors, j'ai bien entendu, vous avez été élu à la tête du syndicat des petits maires ruraux, et que vous faites votre travail. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la règle du jeu d'aujourd'hui, elle n'est pas surprenante par rapport au dispositif qu'on a fixé, quoi. Non, mais moi j'interrogeais sur une sortie de situation qu'il faut dépasser, effectivement. Voilà, bon. Oui, Daniel. Cette situation-là, j'ai un exemple très précis qui a été soulevé ce matin par Ladislas Poniatowski concernant Saint-André-de-l'Eure. Saint-André-de-l'Eure, tout le monde était persuadé. Oui, ne fais pas l'étonner, ça ne marche pas si bien que ça. Et donc non. Il y a le syndicat qui couvre la vallée, lui, était pour un regroupement, ceux du plateau, non.
Ils ont toujours refusé. Donc, bah oui, donc à partir de ce moment-là, on a décidé, on en a parlé tout à l'heure, André, donc on a décidé de mettre à 40% ceux de la vallée parce qu'ils ont dans leur manière d'être la volonté de se regrouper. Par contre, ceux d'en haut, on ne les reprend pas à 40% puisqu'ils ne font pas l'effort. Mais par contre, ça veut dire aussi, et je tiens à le préciser, que si ils décident de se regrouper avec le syndicat de la vallée, bien, on changera la manière d'être. Voilà. Ceux du plateau se sont réunis ensemble en 1976. C'est à cette époque qu'ils ont fait un gros syndicat d'eau du plateau de Saint-André avec une trentaine de communes, y compris du canton d'à côté. Alors je suis un peu surprise de ce que j'entends. Je pense qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Par contre, j'ai 2 communes du canton de Saint-André qui sont tout seuls. C'est l'Aby, dont le président était l'ancien président de la communauté de communes, mais qui tenait à rester pour l'eau tout seul, et Moussonneville. Sinon, le reste des communes, il y a 2 gros syndicats, un en vallée, qui regroupe peu de communes, mais beaucoup de population, un sur le bord du canton, qui est avec le canton de Nonancourt, voilà, et un sur le plateau, qui existe depuis 1976. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe. Et je connais bien mon canton. Bon, écoutez, je propose qu'on ne fasse pas une analyse infracantonale. De Saint-André, je propose que la commission examine s'il y a des... Moi, j'en sais rien. Hein. Et je préconise d'ailleurs aux 2 communes isolées de se rejoindre un des syndicats existants. Ça, c'est évident. Enfin, moi, je peux donner comme exemple, je ne sais plus si c'était... je ne veux pas citer d'exemple, mais je me demande si ce n'était pas la Barre qui voulait absolument rester indépendant. Sans aucun moyen et puis qui ont eu un gros problème au sein du syndicat et qui sont arrivés ventre à terre en me disant mais non, mais on a voulu rester indépendant, mais là vraiment on ne peut pas faire face, on a besoin du conseil général, quoi. C'est-à-dire on ne peut pas être égoïste et garder sa production d'eau pas chère pour ses habitants, etc., garder au passage l'indemnité de président de syndicat d'eau. Et puis, quand on a un problème, courir devant la solidarité, ne pas vouloir de la solidarité sur le problème des coûts, des prix, et puis dès qu'on a un problème, vouloir la solidarité des autres. Enfin, ça s'est passé, ça c'était à 2-3 ans. Bon, voilà, donc... Bon, Monsieur Lehongre. Oui, Monsieur le Président, j'aurais voulu avoir un rappel sur la règle qui a fait que les communautés d'agglomération ne bénéficiaient que de 10% d'aide, puisque aujourd'hui, ces gestions d'eau, en général, sont gérées sur un budget annexe et uniquement financées par le prix de l'eau. Et donc, ce qui pourrait faire par rapport à des communes rurales aujourd'hui, faire payer un prix d'eau assez important par rapport aux investissements, alors qu'ils ne bénéficient pas du même aide, alors que les autres communes se sont regroupées. Je vais laisser Daniel. Moi, l'explication que j'ai en tête, c'est qu'évidemment, plus on est dans un habitat regroupé, moins le coût de l'eau est important, évidemment, parce qu'on amortit les investissements sur plus de consommateurs. Il y a moins de longueur de tuyaux, même si à la cape, sur les longueurs de tuyaux, vous n'avez pas molli. Mais la péréquation, elle se fait déjà du fait du nombre de consommateurs par rapport aux investissements. C'est ça, Daniel, ou non? Non, parce que nous, au niveau réseau, on est quand même... Oui, mais c'est ça exactement. Et il y a d'autre part aussi d'autres subventions qui viennent, et les communautés d'agglo en obtiennent plus facilement, c'est auprès de l'agence de l'eau. Il y a plusieurs financements possibles. Je connais assez bien le truc, et c'est vrai que c'est plus facile pour des grosses collectivités d'avoir des subventions auprès de l'agence de l'eau que pour des toutes petites communes. Hein, voilà. Non, mais ça a toujours été comme ça. Les 10%, ça date pas d'hier ni d'avant-hier. C'était. Oui. Non, mais je pense que c'est relativement juste. Hein. Que c'est quand même ça. Quand on n'a pas suffisamment, on dit que c'est pas assez, mais c'est relativement juste le truc. Bien, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Le rapport d'information sur l'Observatoire de l'eau, est-ce qu'on l'a remis et puis chacun le lit ou est-ce qu'il faut le commenter? Moi, je fais comme vous voulez. Vous voulez qu'on le commente? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, a des remarques à faire? Il est assez complet, moi je l'ai lu. Il est bien. Très bien, je voudrais féliciter les services qui l'ont fait. Pas de remarques particulières. Je vous propose de passer maintenant au rapport hors commission sur la présentation du bilan de la démarche Construisons ensemble. Je vais laisser la parole. On a tout ça là-dessus. Comment? Le PV, oui, le PV de la session plénière du 5 mai. Est-ce qu'il y a des observations sur le PV? Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc je vous laisse la parole et moi je vais me retirer, non pas dans mes appartements, mais dans un bureau avec Monsieur Legendre pour traiter de problèmes très importants. Bilan. Voilà, ça y est, ça marche. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, merci de votre attention pour la présentation de ce deuxième bilan de la démarche Construisons ensemble, qui est une démarche que vous aviez initiée par l'adoption d'une délibération en juin 2011 et donc qui s'était mise en œuvre à partir de septembre. J'avais eu le plaisir de venir il y a à peu près un an, donc procéder au premier bilan et je reviens devant vous cette année pour le second bilan. On est évidemment toujours dans ce même fil rouge, hein, à la fois de retisser, d'améliorer le lien de confiance entre les élus et les citoyens et aussi d'améliorer la qualité de l'action publique départementale au travers de la mise en place de démarches participatives dans vos politiques départementales. Donc cette démarche, évidemment, depuis 3 ans, s'est largement amplifiée. Elle portait initialement sur un peu plus d'une cinquantaine d'actions, près de 60, déclinées autour de 17 champs d'action et 5 grands domaines prioritaires. On avait fait, vous vous en souvenez aussi, quelques adaptations en intégrant de nouvelles actions. Ça avait été le cas pour le schéma personnes âgées, le pacte territorial d'insertion, et puis on en avait regroupé d'autres. À fin 2013, on est sur le bilan quantitatif suivant. 100% des actions sont réalisées ou engagées, et on en est à plus de 5000 Eurois qui ont été impliqués dans ces démarches comme acteurs, alors à la fois les acteurs socio-économiques, des élus, des professionnels, mais surtout, et c'est là le plus important, des citoyens. 3 apports avaient déjà été notés l'an passé, qui évidemment se confirment cette année, je le rappelle très rapidement. Un premier rapport qui est l'apport essentiel, qui est celui qui porte sur la conception même et la mise en œuvre de vos politiques départementales, puisque les démarches participatives vont permettre de les rendre plus pertinentes en détectant mieux les besoins et les enjeux, puisqu'on va les prendre à la source, mais aussi dans la définition de pistes opérationnelles. Le deuxième apport, c'est dans les relations aux habitants et aux usagers. On a encore remarqué cette année une demande qui est une demande sociétale, hein, assez classique, mais qui évidemment s'est exprimée, des habitants de disposer de plus de lisibilité qu'ils ne peuvent en avoir sur l'action publique de manière générale. On s'en est vraiment rendu compte aussi dans l'action d'ailleurs sur la mise en place de comités d'usagers sur les lignes transport, où on a noté avec quand même une certaine stupéfaction, j'allais dire, l'ignorance des usagers sur le coût réel de ces prestations et sur ce que ça représente pour le Conseil général en termes de participation. Il y a une vraie pédagogie aussi à avoir sur ce type d'action. Et donc, le dialogue permanent est aussi un support à cette pédagogie et à cette diffusion de l'information. Le troisième apport, il est interne, mais il n'est pas négligeable. Il est évidemment pour les agents aussi de la collectivité, parce que les démarches participatives obligent à conduire les projets autrement, obligent à être sur de la transversalité interservices. Et donc voilà, ça bouscule effectivement, ça a continué en tout cas à bousculer un peu les pratiques. Et cette bousculade a néanmoins été appréciée par les agents qui, à chaque fois qu'ils y participaient, en étaient toujours satisfaits.
Sans rentrer dans le listing, hein, sinon vous allez vous endormir, mais peut-être parler juste de quelques actions phares sur 2013 qui ont été plus particulièrement intéressantes. La première, ça a été le travail autour, alors qui s'est fait à cheval d'ailleurs sur 2012-2013, mais dont on n'avait pas rendu compte lors du bilan l'année dernière, c'est sur celui de l'élaboration du plan climat territorial de l'Eure. C'est un sujet qui est compliqué, un sujet qui peut, a priori, avoir plutôt une approche technique. Et donc, on avait fait le pari de dire non, on va quand même, et vous en aviez fait le choix d'ailleurs, hein, puisque ça faisait partie de la délibération initiale, mais on avait dit on va essayer de mener une vraie démarche participative autour de ce sujet-là. Donc, il y avait eu assez classiquement, pour l'élaboration du diagnostic, la mise en place d'un comité de partenaires experts. Mais du point de vue de la participation, on avait mis en place un questionnaire dans le journal C'est l'heure, qui avait permis quand même de collecter plus de 500 réponses. Et surtout, on a co-construit avec les 5 pays eurois des réunions territorialisées qui ont permis à environ 250 eurois d'y participer et de produire une 60aine de propositions. Et je trouve que c'est vraiment un dossier intéressant parce que c'est justement un dossier qui, a priori, est plutôt technique, a priori plutôt complexe. On dit non, ça échappe, c'est quelque chose voilà, qui doit plutôt relever de structures techniques ou technocratiques, entre guillemets. Hein, vous ne voyez pas là le sens péjoratif. Et en fait, on s'est rendu compte que les habitants ont vraiment réussi à s'en emparer et à produire un certain nombre de choses, puisqu'en fait, quand vous avez vous-même, courant 2013, adopté votre plan climat territorial 2013-2017, une grande partie des actions que vous avez retenues et qui ont été adoptées sont issues des réunions territorialisées. D'où l'intérêt, effectivement, de ne pas se dire il y a des sujets, en fait, dans lesquels on ne peut pas introduire de démarche participative. Tous les sujets peuvent s'y prêter. Ça, c'est le premier sujet phare, peut-être intéressant, qui était à mettre en évidence. Le second est sur le champ des solidarités. On avait fait aussi beaucoup de choses les années précédentes, en particulier le schéma personnes âgées. Cette fois-ci, figurait dans une des actions Construisons ensemble, l'élaboration du pacte territorial de l'insertion. Il a été élaboré de manière co-construite avec les partenaires, mais on était plutôt dans une démarche horizontale et plutôt entre partenaires institutionnels. Là, l'enjeu, c'était que le PTI ne reste pas un document uniquement institutionnel, mais puisse être approprié, puisse être mobilisé par les territoires et par les acteurs pour qu'on ait en fait une déclinaison verticale de ce partenariat horizontal. Et donc, afin de le faire vivre, il a été décidé, durant l'année 2013, de mettre en place un certain nombre de conférences territorialisées et de consacrer les assises annuelles des solidarités à ce nouveau pacte. C'est donc ce qui a été fait. Il y a eu 4 conférences territoriales en novembre 2013 qui ont rassemblé de près de 180 acteurs locaux. On en a eu la première le 12 novembre à Pont-Audemer, le 13 novembre à Saint-Marcel, le 19 novembre à Bourteroulde et enfin le 21 novembre à Évreux. À chaque fois autour de projets locaux permettant de réunir à la fois les élus territoriaux, les acteurs de l'insertion, y compris aussi des usagers, un certain nombre de professionnels. Voilà. Alors, suite à ces 4 conférences territoriales, on a eu donc la seconde édition des Assises de la solidarité qui ont eu lieu le 16 décembre ici à l'hôtel du département, qui ont permis de réunir plus de 130 participants, avec quelque chose là aussi qui a été assez intéressant parce que c'est là aussi quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et on ne voulait pas être dans le gadget ou dans ce qui fait bien, c'est l'implication des usagers. Il y a eu un collectif d'usagers bénéficiaires du RSA qui a été mobilisé autour de cette question pour travailler et renvoyer en fait leur perception d'un certain nombre de procédures ou de pratiques que vous mettez en place. Ce collectif d'usagers a été très dynamique, il a produit beaucoup de choses, il a lui-même fait son propre film qui sont venus présenter lors de ces assises. Donc voilà, c'était fort d'un point de vue humain, en termes de retour, en termes de témoignages. Ils étaient tous présents, ils ont pris la parole. Enfin voilà, on a réussi à être dans quelque chose qui, autour du social, n'était pas que l'affaire des professionnels ou que l'affaire des élus, mais où on a réussi à donner une place et une juste place aux usagers et qui était tout à fait pertinente. Autre
Autre intérêt évidemment de cette démarche, c'est l'élargissement justement de ce pacte territorial de l'insertion qui n'avait pas vocation à être figé, mais au contraire à vivre et à réunir autour de lui. Et durant ces conférences territoriales et ces assises, eh bien, 6 acteurs importants ont manifesté leur volonté de devenir signataires et acteurs du PTI. Ça a été la FNARS, le Pays du Roumois, la Ville d'Évreux, le Grand Évreux Agglomération, la Chambre des métiers de l'artisanat et aussi la CCI qui leur permettent de rejoindre les 13 signataires initiaux. Donc voilà, on était dans une démarche qui elle-même a produit de nouveaux partenariats. Troisième sujet peut-être à mettre un peu en évidence, c'est celui autour du travail du C3D, donc, qui avait été renouvelé. Hein. Il avait été installé dans sa nouvelle configuration, dans son renouvellement en octobre 2012. Et donc, il a évidemment travaillé toute l'année 2013 et début 2014. Il y a eu une conférence débat avec l'économiste Laurent Davzy sur la crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale. Et puis, le thème de l'année 2013 a tourné autour de la question des services de proximité sur les territoires eurois, où là, après un certain nombre d'auditions et de présentations de l'INSEE, de l'ARS, du représentant de l'État, le C3D a pu élaborer un rapport de préconisation qui vous a été remis, et dont d'ailleurs la première préconisation, c'est établir un schéma des services de proximité dans l'Eure en mode partenarial. C'est ce qui est en cours aujourd'hui dans une démarche qui est copilotée avec l'État et qui associe les grands opérateurs des services publics et dont un comité de pilotage va avoir lieu la semaine prochaine. Suite à ce premier cycle de travail important sur les services publics, le C3D s'est engagé dans un nouveau cycle de réflexion autour d'une question extrêmement importante pour les territoires, qui est celui des usages du numérique. Voilà. Qui effectivement révolutionne un certain nombre de choses. Donc il y a eu une première séance où M. André Lochel, qui est président de la Fondation des territoires de demain, est intervenu, et d'autres temps vont suivre et vont s'organiser d'ici l'été et à la rentrée. Peut-être 2-3 autres illustrations avant de conclure. Ça a été aussi la mise en place de l'Observatoire départemental des solidarités. Initialement, il avait été prévu de créer en fait un observatoire départemental de la protection de l'enfance. Et vous-même d'ailleurs, puisque c'est en juin 2013, vous avez décidé d'élargir le champ d'observation et de réflexion à l'ensemble de la question des solidarités. Donc cet observatoire départemental s'est mis en place. Un premier comité de pilotage s'est tenu en avril 2014 en présence des institutions et des acteurs concernés. Il regroupe environ 25 structures. Des ateliers se tiennent pour pouvoir permettre un certain nombre de préconisations. Et il sera organisé d'ici quelques mois, à la rentrée, en novembre 2014, une conférence annuelle pour restituer les travaux qui auront été menés par l'Observatoire, avec autour d'un thème transversal aux différents publics, qui est celui de la santé. Il était aussi prévu dans cette démarche d'améliorer, de poursuivre tout le travail autour des outils de communication. C'est ce qui a été fait à la fois avec le site internet mdph27.fr. On est au premier trimestre 2014 sur 12 000 connexions, donc ce qui est intéressant. Le magazine Tandem, qui existe déjà depuis un moment et qui aussi est un grand succès. On est à 35 000 exemplaires en sortie trimestrielle. Et puis on a eu en 2013 le premier numéro du magazine Idem, qui est consacré au handicap et qui a été diffusé à plus de 15 000 exemplaires. Voilà. Donc tout ça a permis en fait une communication directe auprès de plus de 60 000 Eurois, qu'ils soient usagers, professionnels ou acteurs associatifs. Enfin, les 2 derniers projets que je souhaitais mettre en avant devant vous, c'est un projet autour de la culture dans le champ jeunesse et éducation, qui est celui du projet d'accompagnement culturel de territoire, patrimoine et musique, la facture des instruments à vent dans le bassin couturois. Alors c'est un projet assez ciblé, mais assez intéressant, puisqu'il vise effectivement sur tout un historique d'un territoire, à procéder en fait à un inventaire évidemment de ce qui existe, en impliquant à la fois les habitants, en impliquant les entreprises encore qui existent, les collectivités locales qui ont signé une convention avec le département, hein, mais on va impliquer aussi les habitants, parce que c'est eux qui sont détenteurs d'une partie aussi du patrimoine, et donc on va les mobiliser
dans le courant de l'année 2014 pour qu'ils soient des acteurs actifs et contributifs dans ce projet culturel. Le dernier point, ça a été, mais qui là encore a marqué une fois de plus son succès, ça a été la seconde édition des rencontres jeunesse. Vous vous rappelez que les premières avaient eu lieu en 2012, qu'elles s'étaient bien déroulées. Et donc la seconde édition a eu lieu les 14 et 15 novembre 2013. Vous en avez évidemment entendu parler. On a augmenté le nombre de sites sur lesquels elles se sont déroulées, puisque beaucoup de collectivités souhaitaient que ça puisse aussi se dérouler sur leur territoire. Et donc, ça a été 6 sites de plus, puisqu'on est arrivé dans cette seconde édition à 17 sites de rencontres sur les 2 jours. En termes de participation, ce sont dans ces rencontres sur site 460 jeunes qui y ont pris part. On était à 360 en 2012, donc une centaine supplémentaires. Et ça a été conjointement 130 collégiens qui ont aussi été associés. Donc au total, en 2013, on est à plus de 600 jeunes. Ça reste vraiment une démarche innovante et forte qu'on ne rencontre pas souvent dans les départements ou même dans des régions sur ces questions de politique jeunesse. Ça a permis à la fois de faire réagir et de faire suivre. Ça a été la volonté de la politique jeunesse que vous aviez adoptée aussi l'an passé, que cette politique puisse vivre, et donc d'aller à la rencontre des jeunes pour leur demander comment ils réagissaient par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Autre point encore plus fort peut-être qu'il n'était déjà apparu en 2012, et ça c'est vraiment un effet collatéral qui n'était pas forcément dans les objectifs initiaux, puisque l'objectif vraiment de fond c'était la relation directe avec les jeunes, c'est en fait tout l'impact positif pour les structures qui s'occupent des jeunes, de 2 manières, à la fois parce qu'en fait ça leur a donné l'opportunité sur les 600 jeunes dont on vient de parler, de rencontrer des jeunes avec lesquels ils n'étaient pas forcément en relation. Donc ça a élargi, j'allais dire, leur public, et ça a permis à des jeunes après de revenir dans leur propre structure. Ça, c'est le premier effet positif. Et le second, qui est là aussi extrêmement intéressant, c'est le développement du partenariat entre les structures elles-mêmes. Dans un secteur où il y en a beaucoup, parfois on peut dire que c'est peut même être un peu atomisé, où chacun bosse dans son coin sans forcément regarder ce qui se passe. Là, ce type de démarche initiée par le Conseil général permet en fait de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, de les faire réfléchir ensemble. Et donc, il y a là un certain nombre de partenariats aussi qui se sont initiés entre acteurs en dépassant parfois des frontières territoriales. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Vous avez le reste des actions aussi dans le rapport. Juste vous dire en conclusion que c'est une démarche qui a évidemment vocation à se poursuivre, mais je crois que ça y est, elle a été lancée, elle est dans sa dynamique. Il faut être en amélioration continue pour ne pas lâcher, que ça ne reste pas quelque chose qui aurait été éphémère. Je crois qu'aujourd'hui, les directions, les agents se sont vraiment appropriés cette démarche et y ont trouvé un intérêt. Une grande partie des élus qui ont pu être amenés au travers des sujets à être aussi concernés par ces démarches, je crois, ont trouvé toute satisfaction et tout l'intérêt à la pertinence de cette démarche de participation et de construisons ensemble. Et donc, il suffit pour les années à venir de continuer sur cette voie et d'être en ajustement au fil de l'eau. Merci à vous. Est-ce que cet exposé complet appelle des interventions? Je n'en vois pas. Donc nous prenons acte de ce rapport. Il n'y a pas de vote en l'occurrence. Et nous passons à la commission 1. Alors, le premier rapport, c'est le compte administratif de l'exercice 2013. Je vais simplement, sans entrer dans le détail, l'exercice 2013 se clôture avec des dépenses totales de 681 080 000, dont 496,66 pour le fonctionnement et 185,14 pour l'investissement, et des recettes totales de 712,09 millions d'euros, dont 523,25 pour le fonctionnement et 188,84 de recettes d'investissement. Si l'on regarde les éléments essentiels,
en ce qui concerne les taux de réalisation, les taux de consommation de crédit, sur le fonctionnement, l'ordre de grandeur, c'est 97% de consommation de crédit. Sur les équipements, enfin en tout cas sur l'investissement, c'est au total 78%, mais pour être un peu plus précis, pour les équipements départementaux, 76,6%, et pour les subventions d'équipement, 73,2%. C'est-à-dire 76,6% quand on a la maîtrise de l'ensemble de l'investissement, 73,2% quand on n'a pas la maîtrise et que l'on participe. Si l'on regarde le résultat de l'exercice, en enlevant, parce qu'il y a eu en 2013 l'opération MREAL qui a pesé sur les dépenses et qui a pesé sur les recettes. Donc si on neutralise cela, l'épargne brute est une épargne qui diminue de 25,2%, ce qui est considérable, mais ce qui nous maintient à un niveau d'épargne brute de 61,9 millions d'euros. Bon, pour un remboursement de dette de l'ordre de 22 millions, ça reste une épargne brute confortable qu'il faut référer aux quelques 115 millions d'investissements que nous avons. L'épargne nette, après déduction du remboursement de l'annuité de la dette, donc, s'élève hors MRIL à 39,2 millions d'euros, ce qui est aussi une baisse importante. Ça veut dire que l'effet ciseau dont on parle depuis quelques années maintenant est un effet ciseau qui s'accentue. Ça a été alimenté, ça, par des dépenses sociales qui sont très, très dynamiques, le RSA, l'APA, etc. Mais c'est aussi alimenté par des recettes qui sont en nette régression sur certains chapitres, je pense en particulier aux droits de mutation. Donc cet ensemble-là nous donne cet effet ciseau, mais je précise toutefois que si l'on compare notre taux d'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement, il est en diminution, il passe de 16,9% à 12,7%, mais il demeure nettement dans la tête de liste des départements, puisque la moyenne des départements situe ce taux à 9,43%, donc contre ces 12,7% auxquels nous arrivons. Je vais vous épargner le détail, sauf si vous tenez vraiment à ce que je vous aligne plein de chiffres. Je crois que quand on a donné ces éléments-là, c'est-à-dire notre capacité à épargner référée à l'investissement, notre capacité à autofinancer tout de même nombre de nos investissements, puisque nous n'aurons emprunté en 2013 que 20 millions d'euros, je pense qu'on a dit l'essentiel. Cela nous donne un compte administratif. J'ai donné les grandes valeurs là tout à l'heure, et je suis prêt à répondre à vos questions ou à surenchérir sur vos interventions, que je ne vois pas venir. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Le compte de gestion du comptable, à présent, il présente les mêmes valeurs que le compte administratif, donc je n'en dirai rien de plus. Est-ce qu'il appelle des remarques, des oppositions, des abstentions? Sur le compte de gestion, vous abstenez? Bon. Oui, c'est nouveau, mais bon. Merci. Budget supplémentaire 2014. Alors, ce budget supplémentaire intègre essentiellement le résultat de l'exercice 2013, qui est de 39 055 280,71. Il l'intègre pour couvrir les besoins d'investissement à hauteur de 36 150 et le solde de 2 904 555 est affecté au fonctionnement. Les recettes pour ce budget supplémentaire, donc cessez de reprise, ce sont des recettes reportées qui concernent un report d'emprunt à hauteur de 424 367 € et des recettes nouvelles
à hauteur de 11 422 770. Les recettes nouvelles, c'est la reprise du solde de l'excédent de fonctionnement que l'on vient de voir, un ajustement des recettes de fiscalité et des dotations de l'État à hauteur de 3,7 millions et une recette provenant de la nouvelle convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées pour 271 000 €. En investissement, l'essentiel des recettes qui augmentent de 3,3 millions, c'est essentiellement l'ajustement de participations diverses. Et nous notons en budget supplémentaire une diminution du recours à l'emprunt de 1,15 million d'euros. Les dépenses nouvelles en fonctionnement, nous avons essentiellement des dépenses liées au social, la participation au budget annexe de réseau du haut débit. S'agissant des dépenses d'investissement, elles touchent la culture pour 81 000 €, c'est le plan des bibliothèques municipales. L'éducation, sport et jeunesse pour 298 964 €. Le développement économique et aménagement du territoire, avec des crédits qui sont en baisse. Entretien du patrimoine départemental, moins 5 millions. Ressources et finances, 4 940 000. En plus, c'est le financement, l'avance de financement du syndicat Heures Numériques. On retrouve la même chose en pendant en recettes. Ce budget supplémentaire, donc, au total, se montera à 7 779 546 € en fonctionnement, 40 572 633 € en investissement, menant le budget total à 769 231 574 000 €. Des interventions? Alors, je mets le budget au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Gestion de la dette 2013, Monsieur Larmanoux. Je serai très bref. Comme vous le savez, nous maîtrisons totalement notre dette puisque celle-ci, au fil des années, continue de baisser. L'encours de la dette ayant été réduite entre 2009 et 2013 de 62,4 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes à 233,2 millions d'euros et nous avons emprunté cette année, en 2013, 20 millions, alors que nous avons remboursé un peu plus que cela, 20,4 je crois. Et puis, comme on l'a dit ce matin, nous avons également des taux d'intérêt qui restent très modestes. Je passe sur la répartition entre taux fixes et taux variables. Nous avons des taux d'intérêt qui sont à un niveau moyen de 1,85, si je ne m'abuse, ce qui est effectivement légèrement en hausse par rapport à l'an dernier, mais qui reste à un niveau tout à fait raisonnable. Et ça, nous le devons évidemment, quelque chose de malheur est bon, à la possibilité qui est offerte aujourd'hui d'obtenir des prêts à des taux beaucoup moins élevés qu'il y a quelques années. Et cela se traduit, je répète, par une baisse notamment des intérêts à verser chaque année. On vous a dit aussi qu'une autre des caractéristiques de la dette, c'est que c'est une dette courte que nous pouvons rembourser en très peu de temps. Je n'ai plus le chiffre en tête, 2 années,8 je crois, ce qui est tout à fait remarquable et je dirais même très inférieur à ce que l'on note pour la moyenne des départements de même strate. Voilà quelques éléments qui montrent que notre dette, je le répète, est bien maîtrisée. Bien, merci Monsieur Larmanoux. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des oppositions, des abstentions? Merci.
Monsieur Larmanou, toujours, pour les autorisations de programme et de crédit de paiement. Oui, c'est un dossier classique, on l'a évoqué ce matin. Bon, la lecture n'est pas très compliquée. Vous avez les AP et les CP, vous avez les autorisations d'engagement. Tout cela représente des chiffres effectivement impressionnants, puisque les autorisations de programme s'élèvent pour le budget principal à 553,31 millions d'euros, et que les autorisations d'engagement pour 2014, là, à 2,49 millions d'euros. Alors évidemment, tout cela se répartit en différents groupes d'autorisation de programme. Vous les avez à la page 2 du rapport, c'est les projets spécifiques qui représentent la somme la plus importante. C'est là qu'on voit ici ou là des diminutions d'AP, mais qui résultent soit de programmes qui se diffèrent ou qui s'annulent parfois. Mais c'est un chiffre impressionnant puisqu'il est de 417,6 millions. Les autorisations de programme d'intervention, 70 millions. Et les AP annuelles récurrentes, comme on dit, 67 millions. Voilà. Le détail, vous le retrouvez dans les pages suivantes. Je vous en fais grâce. Ensuite, il y a les budgets annexes avec des autorisations de programme sur le très haut débit, dont on a parlé ce matin, 846 millions. Budget annexe des transports pour une autorisation de programme de 1 823 000. Et les autorisations d'engagement, je l'ai dit tout à l'heure, sont de 2 491 000 pour le budget annexe des transports, 738 000. Voilà. Je vous prie donc de bien vouloir accepter d'adopter ce présent rapport avec la répartition de ces différentes opérations de programme ou d'engagement, ainsi que je viens de les expliciter. Merci, Monsieur Larmanou. Je ne vois pas de demande de parole. Je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je passe. Il y a une abstention là? D'accord, très bien. Je passe la parole à Monsieur Huard sur la taxe sur la consommation finale d'électricité. Monsieur Huard, avec une modification du rapport. Monsieur le Président, ce rapport concerne la taxe, comme vous l'avez dit, sur la consommation. Attends. Voilà. Je suis permuté. Donc, Monsieur le Président, ce rapport a pour but de présenter la taxe sur la consommation finale d'électricité, la fameuse TCFE. Cette taxe, le Conseil général l'a instaurée en 2006, en juin 2006, et en l'absence de nouvelles délibérations, le coefficient multiplicateur est automatiquement reconduit d'année en année et il est de 4,22 actuellement. Contrairement à ce que vous avez dans votre rapport, donc, qui avait prévu une augmentation de 0,71%, donc amenant ce taux à 4,25%, après discussion avec le président du siège et dans la commission, cette taxe reste inchangée à 4,22. Donc voilà, je vous demande d'adopter ce rapport et de fixer le coefficient multiplicateur applicable au tarif de la taxe sur la consommation finale d'électricité à 4,22. Non, on l'abandonne. 4,22, on reste à 4,22, donc elle reste à changer. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire. Bien. Monsieur Poniatowski. Oui, juste pour une petite précision, comme vient de le dire le rapporteur, chaque année, le siège et le Conseil général s'efforcent d'avoir la même stratégie. Et c'est vrai que depuis 5 ans, même si le coefficient multiplicateur qu'on augmente très légèrement apporte une toute petite recette en plus, cette année, ensemble, nous avons décidé de ne pas l'augmenter. Je pense que c'est important qu'on ait la même stratégie tous les deux. Et le Conseil général et le siège a voté le 24 mai dernier le maintien du même coefficient que l'année dernière, donc pas d'augmentation. Merci. Donc on a une politique commune. Pas pour ça que
que nous soutenons Ladislas Poniatowski au sénatorial. Hein. Bien, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Silighini, sur les effectifs autorisés. Rapport traditionnel à cette époque de l'année. L'effectif départemental est de 1973 emplois permanents et 464 assistantes familiales. Nous vous proposons, dans le cadre du plan de titularisation, de titulariser, donc de créer l'emploi de titulaire pour une personne. Le reste consiste en les transformations de postes qui sont liées aux nécessités du service et surtout aux commissions administratives paritaires qui ont siégé dans le courant du mois de mai. Tout cela conduit donc l'effectif départemental à 1974 emplois permanents et 450 assistantes familiales. Merci, Monsieur Silighini. Pas de demande de parole. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, les élections professionnelles. Monsieur Larmanou, spécialiste des élections professionnelles. Complètement spécialiste. J'en ai géré des élections professionnelles, monsieur, de nombreuses. Voilà. Donc, comme vous le savez, un petit peu lié aux élections communales, municipales, pardon, se déroulent dans la même année des élections professionnelles. Il s'agit de renouveler les représentants du personnel au sein des commissions administratives, le CAP, CT, comité technique, et CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Voilà. Alors, tout ça, c'est classique. Elles auront lieu le 4 décembre. Et, bien évidemment, il y a d'abord des négociations avec la collectivité, notamment pour fixer le nombre de sièges à déterminer dans chacun des organismes. Cette question a été traitée lors de négociations et après avis du comité technique paritaire du 6 mai 2014, cette parité a été naturellement décidée au sein du CT, du CHSCT. Je crois me souvenir, mais je n'ai plus en tête ce nombre, qu'il y aura 8 sièges, je crois, représentants du personnel dans le CHSCT. Voilà. De part et d'autre. Voilà. À part ça, il s'agit de donner l'aval pour l'organisation de ces élections selon les critères qui ont été décidés en commun. Merci, Monsieur Larmanou. Des oppositions, des abstentions. Je vous propose de terminer par un rapport majeur, Monsieur Larmanou, qui concerne la création et l'adhésion à l'association du restaurant interadministratif de l'Eure. Monsieur Larmanou. Oui, écoutez, je crois que c'est très simple. Vous avez tout dit, rien qu'en rappelant l'objet de ce rapport. Il s'agit d'adhérer à l'association de gestion du restaurant interdépartemental qui comprend un certain nombre de services, et notamment les services de l'État et bien sûr ceux du Conseil général. Voilà. Merci, monsieur. De manière à que vous puissiez manger à votre faim chaque jour. Merci, Monsieur Larmanou. Je ne vois pas de demande de parole, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Je n'ai pas de vœux, pas de questions diverses, donc il me reste à vous remercier. Je n'ose pas, ce 22 juin, vous souhaiter déjà de bonnes vacances, mais nous nous reverrons en CP pour ceux qui siègent au mois de juillet, et sinon nous nous reverrons, c'est quand la prochaine? Octobre. Au mois d'octobre. Je ne sais pas, c'est le deuxième lundi en général. Non, la CP, c'est quand? Le 2 juillet, la CP. Et puis en octobre, je ne suis pas sûr qu'on ait fixé la date encore.
Yes. Le 7 No. juillet, la CP. Attention. Semblait bien. Yes. Yes. 7 juillet. Incredible. Yes. Bien, mais écoutez, merci. Bon après-midi. Attention. La Yes. session le 20 Yes. octobre, nous dit-on. Incredible. Yes. No. Attention.